Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous et à toutes, Histoire en série se met en mode campus. On va vous diffuser régulièrement des travaux d'étudiants et d'étudiantes qui vont analyser, montrer, étudier comment ils voient les séries. On commence cette série d'émissions avec les étudiants de Sciences Po Paris, campus de Reims, sous l'égide de Johan Chanoir, qui ont travaillé sur des séries. Bonne écoute à tous. Bonjour. Dans le cadre d'un atelier artistique mené sur le campus de Sciences Po Paris à Reims avec des étudiants et des étudiantes, on s'est intéressé à la manière dont les séries utilisaient l'histoire. Est-ce un prétexte ou est-ce un contexte ? Je laisse la parole à mes étudiantes et mes étudiants que je remercie beaucoup pour leur engagement et leur investissement. Bien le bonjour chers auditeurs et merci d'être encore une fois avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Un écran pour l'histoire ou l'histoire comme écran. Alors aujourd'hui on va discuter d'une série qui a été diffusée en mars 2020 et qui a fait beaucoup parler d'elle, que ce soit plutôt en bien ou plutôt en mal. C'est la série Freud de Marvin Crane. Donc c'est une série austro-allemande qui nous présente un très jeune Sigmund Freud aux airs de détective dans une Vienne qui est agitée par le meurtre, la révolution et la magie. Tout cela au cours de la fin du 19e siècle, donc dans les années 1880. Et on va essayer de voir pourquoi est-ce que finalement cette série a suscité autant de remous, surtout par rapport à la critique, du fait qu'elle se présente peut-être comme un contexte historique, mais se révèle réellement être au final un prétexte. Alors, dans un premier temps, on va parler de comment, et ça beaucoup de téléspectateurs ont su le relever, cette série est originellement très bien ancrée dans un cadre historique. Le cadre historique est plutôt réaliste. Alors d'abord, on a tout plein de marqueurs historisants qui nous montrent une Vienne de la fin du 19e siècle, avec notamment les décors intérieurs et extérieurs qu'on peut voir tout au long de la série. Vous savez, ces grandes draperies dans les salles, ces meubles qui nous ramènent à l'époque des châteaux. Il y a aussi les bals libertins qui sont plusieurs fois montrés dans la série, avec les excès, un peu cette vie de débauche dans les dessous de la noblesse viennoise, mais qui reste cachée. Et en comparaison à l'extérieur, quand on a des vues qui ne sont pas prises à l'intérieur de bâtiments, mais plutôt de l'extérieur de la ville, on a, de l'extérieur des bâtiments, on a une vision plutôt grise et austère de la ville, avec notamment, on a souvent de la fumée qui entoure les bâtiments, et qui nous rappelle forcément l'époque de l'industrialisation, de la production, du charbon, des usines. De plus, il y a des lieux comme les hôpitaux psychiatriques et les méthodes qui sont vraiment montrées dans la série, qui rappellent celles qui étaient en effet perpétrées dans la réalité à cette époque-là. Des bains froids, des caisses chaudes là où les patients étaient enfermés pendant des heures et des heures. Une espèce de thermothérapie qui en fait se rapprochait plus de la torture qu'autre chose, parce qu'on avait des traitements physiques dans l'espérance de traiter le psychique, de soigner le psychique. De plus, on a plusieurs scènes là où on peut voir des maisons de joie ou encore la pauvreté et la misère qui pouvaient exister en contrepartie de cette Vienne grandiose de la noblesse. La pauvreté avec notamment une scène qui est assez marquante là où on voit Freud sous les ponts qui voit une communauté de personnes sans abri, personnes qui vivent dans une réelle misère et qui sont en train de fabriquer du savon notamment avec des os. Mais en plus de ces marqueurs historisants qui passent par les lieux et par les décors, on a vraiment des éléments de culture qui sont mis en avant de manière assez subtile, mais qui ancrent aussi la série finalement dans cette Vienne de la fin du 19e siècle, avec la communication, les manières de parler, les adresses qui sont faites, les titres. Ils utilisent par exemple le terme de hussard pour parler des soldats, bien sûr les formules pour parler
de l'empereur, Sa Majesté impériale. Il y a aussi la langue, puisque la série est disponible en français, mais aussi en allemand et en hongrois. Mais même dans la version française ou en allemand, on a des chansons qui sont toujours chantées en allemand. On a également des échanges épistolaires entre Freud et Martha, donc sa compagnante qui vit loin de lui. Et donc l'échange se fait par le biais de lettres, ce qui marque aussi l'époque forcément. On n'avait pas encore de téléphone portable. Et on a aussi des discussions en hongrois chez les Sapari. Les Sapari qui sont ce couple hongrois qui vivent à Vienne et semblent essayer d'apaiser les relations entre la Hongrie et l'Autriche, mais fomentent en réalité une révolution secrètement, qui est elle aussi liée à la magie, on va revenir sur ça plus tard. Puis il y a la culture juive aussi, qui est réellement mise en avant tout au long de la série, avec la famille de Freud, forcément. On a une scène là où on a un repas et une prière, on peut entendre le Shalom Shabbat, et l'antisémitisme aussi, qui était bien évidemment présent, et qui l'est toujours aujourd'hui, mais qui était présent avec moins de retenue peut-être à cette époque-là, est aussi présenté avec notamment les termes d'imposteur juif qu'on peut entendre de la part de certains personnages pour désigner Freud. Alors en effet, en 1867, l'empereur François-Joseph Ier accorde des droits égaux aux juifs, en même temps que le compromis en fait austro-hongrois naît. Et on a une réelle bourgeoisie juive qui va s'assimiler et participer à la vie culturelle, économique et scientifique de la ville. Et c'est ce qu'on peut réellement voir dans la série Freud au travers de la famille du docteur Freud. Et bien entendu, on a les personnages qui marquent l'époque, des personnages qui sont connus, tels que le docteur Freud, éponyme de la série, mais aussi l'empereur, comme je l'ai dit, François-Joseph, qui a été empereur d'Autriche-Hongrie de 1848 à 1916, ou encore les costumes de l'armée, les tenues de la noblesse. Mais alors, plus loin que la forme, finalement, on a aussi le fond qui vient ancrer Freud dans un cadre historique réaliste. Alors, d'abord, il y a la trame réelle de l'histoire qui est celle de l'Empire austro-hongrois et de la Révolution pour la liberté hongroise. Les Hongrois qui veulent accéder à la paix, à la prospérité, à l'indépendance, qui se sentent mis de côté, qui se sentent lésés dans finalement ce compromis austro-hongrois. Et on a un empereur dans la série qui est présenté comme un François-Joseph Ier qui n'en a que faire de la situation de la Hongrie, qui refuse d'établir une quelconque paix, qui se tient loin de tout discours libéral. La série aborde aussi la révolution de 1848, ce qui nous rappelle donc forcément le printemps des peuples, qui a ébranlé la dynastie des Habsbourg. Et puis dans un second temps aussi, on a le travail de Freud sur la psychanalyse et l'hystérie, qui quand même aussi est le squelette, le fond de la série. La querelle scientifique qui est mise en avant entre l'inconscient et le corps finalement. On a des scènes qui sont montrées dans l'université, donc on aborde réellement finalement le travail de Freud, et il y a quand même une certaine description de sa théorie de l'inconscient et de l'hystérie. Puis ce même docteur Freud, il est présenté comme un personnage qui est qui a une lourde addiction à la cocaïne. Alors certes, à cette époque-là, la cocaïne n'était pas forcément reconnue comme un danger, elle était administrée comme remède même, mais dans la série, le parti est pris parce que c'est un fait établi que le docteur Freud, dans la réalité, a consommé de la cocaïne, mais il n'est pas forcément dit qu'il l'a consommé dans une quantité aussi lourde qu'il nous est montré dans la série. Alors, dans un second temps, ça va nous permettre de passer à notre seconde partie. Ce parti pris, forcément, il va nous emmener à d'autres partis pris, à d'autres libertés de Marvin Crane, sur le fait que finalement, cette histoire qui semble réelle, qui semble réellement ancrée dans un cadre réaliste d'une Vienne du 19e siècle, est un prétexte pour donner de plus en plus de place et de plus en plus d'importance au surnaturel. Alors, la série représente en réalité une société viennoise hystérique que la folie avale petit à petit. La folie avale petit à petit tout le monde, avec notamment le surnaturel qui se manifeste de plus en plus d'épisode en épisode. Alors, tout d'abord, on a des séances de spiritisme qui nous sont présentées tout au long des épisodes, avec des apparitions
d'un homme nu ensanglanté qui sortirait des murs, qui viendrait hanter les vivants, qui serait dangereux. On a des espèces de monstres, de zombies. Toute la série tourne réellement autour de la question de la possession de l'esprit, du contrôle des esprits par la magie. Et on a notamment, forcément, qui va beaucoup avec le surnaturel, le retour d'un air de musique qui ancre aussi le fantastique, qui va être quelquefois chanté, d'autres fois interprété au piano ou encore fredonné, et qui va bien nous glacer le sang finalement et vraiment asseoir le surnaturel dans la série Freud. Et ce qui va vraiment s'éloigner du cadre réaliste de la série historique, c'est le fait que l'histoire dans Freud est expliquée par la magie. Les meurtres, les attentats, les tentatives de révolution qui sont arrivées dans l'histoire sont dans cette série présentés comme le résultat de manipulations. Alors, par exemple, on a l'épisode du Ring Theater, qui est un théâtre qui a brûlé réellement en 1881 et qui a fait près de 400 morts. Sur les ruines de ce théâtre, l'empereur fait bâtir un bâtiment et Freud est réellement l'un des premiers habitants de ce bâtiment. Cependant, dans la série, cet incendie a lieu à cause d'une explication surnaturelle. Le but était de tuer l'empereur qui était supposé être présent pendant la représentation de ce soir de l'année 1881. Et elle s'est faite par la manipulation d'une personne qui a été envoyée pour mettre le feu, qui a été contrainte par des ressorts magiques et surnaturels à mettre le feu à ce bâtiment. On a aussi le bal des peuples. Alors bien sûr, ça nous fait penser à cette tradition viennoise qui a un penchant diplomatique et aussi politique des bals. Mais ici, le bal est en fait le lieu où se concentrent tous ces contrôles d'esprit et toute cette magie, puisque c'est celui où va avoir lieu le massacre fomenté par les Saparés, encore une fois ce couple de Hongrois. Alors, de plus, dans cette question du surnaturel et de manipulation, on a le Taltos qui serait un dieu vivant qui revient sur Terre tous les 30 ans et qui peut contrôler les hommes mais aussi parler aux morts, et qui est le deuxième esprit qui réside dans le cœur de Fleur Salomé, et qui est donc la source de ses pouvoirs surnaturels qui lui permet de contrôler les hommes et de prendre parti à cette révolution par la magie. Donc il y a tout ce penchant qui est lié au super pouvoir, mais qui s'ancre aussi sur la question de l'animalité qui réside au fond des personnes, avec forcément, comme on le sait, on parle de Freud, donc il y a forcément la question de la sexualité, beaucoup de scènes de sexualité très étranges, là où c'est sauvage, il faut le dire, animal. On a une scène là où le prince Rodolphe s'en prend à Fleur Salomé, mais là où au final la situation se renverse. Et l'idée, c'est vraiment qu'on utilise les rejetés de la société, ces personnes qui ont une part d'animal trop forte en eux, comme armes politiques et magiques, donc par le biais du contrôle des esprits. Ça met en avant aussi la théorie du Eros et du Thanatos, forcément, de Freud, qui dit que ce sont ces pulsions-là, le sexe et la mort, qui tirent et guident l'humanité de manière générale. La série Freud est donc réellement une dark fantasy, c'est-à-dire que ce n'est pas joyeux, c'est un espèce de surnaturel sombre, avec une énorme zone de grise, vraiment un monde en nuances de gris, puisque les personnages ne sont ni gentils ni méchants, parce qu'ils sont corrompus et contrôlés, donc on ne peut pas vraiment trancher. Et bien sûr, pour finir sur cet aspect surnaturel de la série Freud, il y a un élément qu'on ne peut pas manquer qui est celui du gore, de la très forte et explicite, graphique présence du sang, des blessures, de la violence. On a par exemple une petite fille qui va être retrouvée avec un orteil dans sa bouche, le même orteil va servir à dessiner sur les murs plus tard, bien entendu avec du sang. On a une scène là où on a des prisonniers qui sont fusillés, ou alors des batailles de soldats dans un village, un corps qui va être découpé et jeté dans le fleuve. Et bien sûr, la scène qui marque vraiment le gore est celle dans un espèce de sous-sol avec Fleur qui se recouvre de sang et qui recouvre une espèce d'armée d'hommes de sang et qui procède à des rituels qui mettent en avant aussi cette question du gore et de l'explicite.
Et pour finir, la représentation de la théorie de l'inconscient de Freud, à laquelle il est vraiment donné vie dans cette série, là où on peut tout simplement voir Freud, le personnage qui interprète Freud, l'acteur pardon, qui interprète Freud tout nu, seul, dans le noir, qui tue son père et puis qui couche avec sa mère, et encore une fois toujours avec ses idées d'animalité, de violence. Et c'est forcément ce mix, cette perméabilité finalement entre le réaliste et le fantastique, le surnaturel, qui nous amène sur notre troisième aspect qu'on va voir aujourd'hui, qui est la mauvaise critique de la série de Freud. Alors, le problème central est qu'elle n'est jugée pas assez réaliste, parce qu'on s'attend forcément à un biopic sur Freud du fait du nom de la série, mais que finalement ces théories sont abordées de manière très rapide et très légère, et que la série ne lui fait pas honneur à l'immense Freud, le docteur, le neurologue, le père de la psychanalyse. Bien entendu, elle est forcément trouvée tirée par les cheveux aussi, du fait de la représentation et de l'explication de l'histoire qui est faite à travers cette série, tous ces phénomènes étranges, cette ambiance sombre et mystique, qui cherche à plonger le téléspectateur dans le même état de transe finalement que les personnages. En toute somme faite, c'est une fiction criminelle qui a une explication freudienne, et c'est là réellement que ça va froisser la critique, parce que les éléments ne sont pas assez historiques et qu'on a plutôt un espèce de détective sous cocaïne. On peut voir par exemple dans Le Monde qu'il est dit « La série de Netflix distord les faits historiques et scientifiques de manière grotesque. Pourquoi distordre la figure de Freud au lieu d'inventer un personnage qui aurait pu l'évoquer sans injurier sa pratique et son génie ?» La série est donc réellement considérée comme une insulte au gigantesque docteur Freud ainsi qu'à l'histoire. Il est dit qu'il ait fait de Vienne une peinture grotesque et vulgaire. Mais finalement, personnellement, après mon interprétation de la série, elle est quand même classée dans la catégorie thriller psychologique ou criminel. C'est pas spécifiquement une série historique. Donc finalement, Freud fait polémique à cause des points de vue développés sur des personnages qui sont immensément connus, une représentation de Vienne et de Freud qui sont contestées car non conformes à la doxa et ne respectent pas le travail de Freud. Mais la série ne s'entend pas elle-même, à mon humble avis, comme une série historique. En ouverture, on peut voir que la série Freud a été tournée à Prague et non à Vienne, parce que selon Marvin Crane, Prague ressemble énormément à Vienne, mais ne s'est pas autant modernisée, donc c'était le lieu parfait pour le faire. Et Vienne, finalement, est toujours au centre... Freud à Vienne est toujours au centre, finalement, de... Ce n'est pas la première fois qu'il passe pour ce détective, puisqu'on a 40 années plus tôt, enfin non plus, à peu près 60 ans plus tôt, le film Sherlock Holmes attaque l'Orient Express, donc qui est diffusé en 1976, et qui n'est d'autre que l'adaptation du roman La solution à 7% de Nicolas Meyer, qui est lui paru en 1974. Alors, dans ce film, on a Sherlock Holmes, qui en 1891, donc on note encore une fois qu'on est sur la même période, fin du 19e siècle, qui est au plus bas, complètement accro à la cocaïne, et qui est donc emmené à Vienne pour être désintoxiqué par le docteur Freud. Et avec le docteur Freud, ils vont ensuite aller résoudre un crime et aider une ancienne patiente du docteur Freud qu'un sultan voudrait emmener en Turquie. Alors on retrouve forcément les questions de l'usage de la cocaïne, mais cette fois-ci, Freud en est le médecin. Il n'est pas la personne qui est addicte, il va aider Sherlock Holmes à s'en remettre, de son addiction. On retrouve aussi cette question que c'est toujours une jeune femme en détresse qui est une patiente à secourir, qu'on va ensuite aller aider. Et Freud est encore une fois associé, cette fois-ci à un vrai détective, une figure qui est elle aussi connue, celle de Sherlock Holmes. Mais on retrouve donc ce Freud détective qui n'est pas forcément le Freud médecin. Le tout sur fond d'un cadre teinté d'orientalisme avec l'idée du sultan et de la Turquie. Alors voilà pour cet épisode sur la série Freud qui moi personnellement m'a beaucoup plu, n'en déplaise à la critique qui se veut un peu trop puriste. À la prochaine fois pour Un écran pour l'histoire ou l'histoire comme écran.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel logistically, such a beautiful planet populated by a stranger.